Je me nomme Ernst Kaz. Je suis une personne d'origine afro-caribéenne, gay. Par mes actions en intervention et en recherche, je tente à m'allier à la cause de la reconnaissance des droits et de la reconnaissance sociale des personnes trans. Dans cette présentation, je vais partager avec vous une partie de l'expérience vécue par 6 jeunes adultes trans et non-binaires dans leur processus de développement positif de leur identité de genre. Avant tout, j'aimerais je profite de l'occasion pour remercier le comité organisateur du colloque. Je suis heureux de pouvoir vous présenter ces résultats dont je prévois le dépôt du mémoire cet été. C'est d'ailleurs la toute première fois que je participe à ce genre d'événement scientifique. Donc, l'objectif de la recherche a eu pour objectif d'appréhender comment les jeunes adultes trans décrivent et qualifient les éléments qui contribuent positivement au développement de leur identité de genre. Les premières recherches sur les jeunes trans se sont intéressées au phénomène trans sans pouvoir tenir compte de l'expérience des personnes directement concernées. Ces recherches ont contribué à dresser un portrait global de la situation. Elles ont permis d'identifier les jeunes trans comme étant un groupe de personnes hautement à risque de stigmatisation et de discrimination. Étant donné que les personnes trans ne participaient pas à la conception ou à l'opérationnalisation de ces recherches, les résultats ont contribué à renforcer leur stigmatisation et leur isolement. La mise en place des études trans par les universitaires trans et alliés ont contribué à un changement de paradigme, à un passage des études des phénomènes trans aux études trans. Un changement dans les façons de faire, de mener la recherche auprès des populations trans en tenant compte de leur vécu et du contexte hétéronormatif dans lequel elles évoluent. Pourquoi une recherche sur le développement positif de l'identité de genre? De 1996 à 2010, travaillant dans le milieu de la défense des droits, j'ai eu à accueillir des jeunes trans en provenance de différentes organisations jeunesse. Lors des rencontres préparatoires, les intervenants éprouvaient de la difficulté à nous présenter positivement les jeunes trans. J'ai pris le temps de discuter avec les jeunes trans venus en stage. Elles m'ont indiqué comment les aborder et ont aussi parlé de leurs expériences et de leurs projets d'avenir. Lors de la recherche bibliographique pour réaliser ce mémoire, j'ai découvert une histoire composée de médicalisation et d'oppression, vécue par des personnes trans, mais aussi la résistance et la volonté d'empowerment qui elles ont opposées. J'ai décidé d'utiliser une approche communautaire participative pour réussir à mettre les jeunes trans au centre de la recherche. Créée dans les années 1980, la RCP a pour but de redonner du pouvoir aux personnes opprimées sur la production des savoirs et sur la construction d'outils d'intervention qui leur concernent. La RCP est issue des organismes de défense des droits des personnes aux prises avec le VIH-Sida et des groupes de recherche en sciences de la santé. La RCP était tout indiquée comme méthodologie pour une recherche qui veut placer les jeunes adultes trans au centre de la recherche. Vu que ma recherche s'inscrit dans une démarche de maîtrise, je n'ai pas pu intégrer les jeunes adultes trans dans la conception de la question de recherche. La lecture de livres de méthodologie participative ainsi qu'une recension de Beckelnick de 2011 m'ont amené à former un comité de pilotage composé de jeunes adultes trans pour superviser la recherche. Pour la création du comité de pilotage, j'ai identifié les organismes de Québec et de Montréal qui interviennent auprès des jeunes adultes LGBTQ. Je leur ai envoyé une demande de participation comme organisme partenaire en incluant une lettre de présentation de la recherche à présenter à leurs membres. Plusieurs organismes ont accepté de diffuser la lettre auprès de leurs membres. L'organisme Divergent de Québec a accepté de se joindre comme partenaire à la recherche en désignant un membre pour le comité. Par ailleurs, 2 jeunes adultes non-binaires se sont joints au comité. Les membres du comité ont contribué à l'évaluation et à la révision des outils de collecte de données.
et elles ont participé à la redéfinition de l'échantillon en le concentrant sur les jeunes adultes trans et non-binaires et en enlevant toute référence à la diversité sexuelle. Lors de la préparation de l'entrevue semi-dirigée, elles m'ont sensibilisé sur les mots à éviter, sur les risques de microagression inconscientes de ma part, ce qui m'a permis de rendre l'entrevue semi-dirigée un lieu propice au dévoilement. Qui sont les jeunes adultes qui ont participé à la recherche? J'ai rencontré 6 jeunes adultes trans ou non-binaires en tenant compte de leur autodéfinition. Parmi les 6 jeunes adultes trans, on trouve 2 hommes trans, un homme, une femme trans, un homme genderqueer, une personne genderfluide. Dans le même groupe, on retrouve aussi d'autres intersections identitaires. 5 personnes sur 6 se sont réclamées d'origine européenne et une d'origine afro-européenne. 4 personnes sur 6 étaient inscrites aux études supérieures au moment de la recherche. Les 6 jeunes adultes trans ont démontré une très bonne connaissance des études trans et des théories qui s'y rattachent. 5 sur 6 se reconnaissent dans les apports de la théorie de l'intersectionnalité. Un premier terme qui est émergé dans l'analyse des données est l'éveil à la différence. Les 6 jeunes adultes trans ont parlé de la sensation d'être différents qu'elles ont eue vers l'âge de 4 à 6 ans, sans trop savoir pourquoi. Mais avec leurs observations et les rappels à l'ordre de leurs parents, elles ont su que quelque chose n'allait pas. Bastien a raconté que vers l'âge de 7 à 8 ans, ses parents l'ont laissé s'habiller en garçon pour se rendre à l'école, ce qui a constitué un premier contact avec la censure hétéro et cisnormative. Bastien raconte, en partant de chez moi, je me rappelle, j'étais fier et pour une fois, je me sentais bien dans ma peau. En arrivant à l'école, tout a été scrappé. Je me rappelle encore que toute la classe avait commencé à rire en me pointant. Les jeunes vont prendre conscience qu'ils vivent dans un monde hétéro cisnormatif. C'est au début de l'adolescence, soit vers l'âge de 10 à 12 ans, que les 6 jeunes de la recherche ont situé la prise de conscience sans pouvoir les nommer de l'hétéronormativité et de la cisnormativité, c'est-à-dire un monde qui n'est pas prévu ni pensé pour eux. Jeanne explique ce constat. En grandissant, la société te renvoie l'image que tu es une fille et que tu devrais te comporter ainsi et pas autrement. Ton meilleur ami qui est un garçon, tout d'un coup, nous ne pouvons plus faire les mêmes choses. Il y a des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises. Ils vont aussi, à l'adolescence, découvrir les transidentités. 5 jeunes adultes sur 6 ont découvert la diversité de genre une fois partis du domicile des parents. Si la découverte des contraintes de la société hétéro-cisnormative a été déstabilisante pour les jeunes adultes de cette recherche, la découverte de la diversité de genre leur a ouvert la porte des possibles. Les jeunes découvriront la diversité de genre dans les milieux collégiaux ou universitaires, ainsi qu'au sein d'organismes communautaires ou par l'intermédiaire des réseaux socio-numériques. Pascal raconte ainsi sa première rencontre avec la diversité de genre et sexuelle à l'université. Il y avait tellement de gens dans ma classe qui s'identifiaient comme LGBTQ que c'était juste normal. Je n'étais pas la personne qui n'était pas hétéro ou cisgenre, juste une personne de plus. C'était plus facile de naviguer, de négocier mon identité et de découvrir l'identité de genre. Les jeunes, en prenant conscience aussi de l'identité de genre, ils vont pouvoir mettre des mots. Le fait de rencontrer d'autres personnes trans a été pour les 6 jeunes des occasions de pouvoir mettre les mots sur leur mal-être, sur les discriminations vécues, de pouvoir accéder à des théories, à des communautés de personnes trans et non-binaires qui vivent et font face aux mêmes réalités qu'eux et qui trouvent ou proposent des solutions à des problèmes communs. Tous les jeunes adultes de la recherche admettent avoir eu à faire face à la transphobie, et ceci dans les différents milieux fréquentés, que ce soit public, familial, scolaire, universitaire, travail ou milieu LGBT. Dave raconte une expérience de transphobie et de microagression vécue lors d'une manifestation antiraciste où toutes les personnes qui participaient à la manif, lui compris, ont été arrêtées par la police. Dave raconte, un policier n'avait rien à chier que j'étais trans lors de la foule. Il m'a demandé carrément ce que j'avais dans les pants, en faisant référence à mes organes génitaux. J'ai refusé de répondre.
Il m'a dit, bien, pour moi, tu es une fille et tu vas y aller au bord des filles. That's it. J'avais beau lui expliquer qu'il posait un acte illégal et que je devrais me retrouver du côté des gars, mais il s'en foutait là. Il ne me lâchait pas tout le long. Il faisait exprès pour me mégenrer et il m'a dénémé aussi. C'est aussi prendre conscience de son identité genre, c'est aussi un moment aussi de vouloir l'affirmer. Et là, les jeunes vont développer des stratégies pour y arriver. La transphobie, les discriminations et la pression sociale de toutes sortes ont amené les jeunes adultes trans et non-binaires de la recherche à développer différentes formes de passing pour passer dans les différents milieux fréquentés. 5 jeunes adultes sur 6 disent avoir développé une gradation des milieux fréquentés selon les risques que ceux-ci représentent. Pour les jeunes adultes trans ou non-binaires de la recherche, le passing n'est pas un choix, mais un passage obligé pour être accepté dans une société hétéronormative et cisnormative. C'est à coup d'agression qu'elles ont pris conscience du passing. Donc, avant de sortir, elles doivent tenir compte de leur capacité à faire face à la pression sociale pour déterminer le type de passing qu'elles vont utiliser. Par exemple, Marjolaine n'aime pas les quartiers où le passing est difficile et périlleux. Mais ces derniers ont leurs importances dans la négociation de son espace identitaire. Elle explique. Mais c'est dans les quartiers rough que je peux voir si j'ai atteint un équilibre. Suis-je trop girly ou juste assez girly? C'est aussi... Il vous restera environ 3-4 minutes. Je vais y arriver. C'est aussi... Les jeunes ont profité aussi de la recherche pour parler de leur vision d'avenir. Il y a de plus en plus de personnes trans et gender fluides qui se manifestent, qui prennent et revendiquent une place qui est la leur. Je pense qu'au bout du compte, la norme ne sera plus cisgenre. J'espère qu'elle va disparaître et s'ouvrir vers une société plus ouverte, plus équilibrée, où la diversité sera vue comme une richesse, comme une raison d'être ensemble dans un futur plus éloigné. J'espère que la cisnormativité ne sera plus la norme. Les jeunes de cette étude ne cherchent pas de safe place. Ce qui les intéresse, c'est une société ouverte à toutes les réalités. En attendant, elles vont continuer à utiliser le passing pour passer inaperçu, certes, mais aussi pour marquer l'imaginaire des gens rencontrés. Elles savent qu'à leur façon, elles contribuent à transformer les gens autour d'eux. En arrière des stratégies de passing réside un besoin de liberté, un désir de continuer à performer le genre tel qu'elles le désirent dans une société plus inclusive. Les jeunes adultes trans de la recherche aussi ont émis des souhaits pour la recherche. Pour moi, c'est important que le milieu de la recherche s'intéresse de plus en plus aux discours, aux expériences des personnes trans. Nous devrions être partie prenante de toute recherche qui vise à parler de nos réalités et à les définir. La littérature scientifique se doit de donner la voix aux personnes minoritaires et contribuer ainsi au changement vers une société plus inclusive. Merci.